Voilà, bon, on va commencer par faire l'appel. Alors, Catherine Bertin, Daniel Boucher, Béatrice Carespo, Didier Casimajou. Il est là, je l'ai vu. Didier Charlot, Dominique Clavier, Andrea Dandompierre, Bernard Daney, François Dora, Jean-Marc Dupuis, Jocelyn Doré, Mylène Taureau, Bernard Tréhaut, Laurence Ducos, Thomas Filiat, Maryse Fortino, Bruno Carabos, Michel Garat, Jérôme Gauthier, Alain Giroir, Vincent Joanneau, Pierre Laïto, Michel Latapi. Il est Ah bon, il n'a pas donné de pouvoir. D'accord. Excusez. Ok. Corinne Lolland. Je pense qu'elle devrait y arriver. Julien Le Tacon. André Massieu. Bernard Mateil, procuration à M. Dupuis. Valérie Méneret. Patricia Peignet. Jean-Bernard Papin. Donc, Patricia, ok. Frédéric Pédurand. Jean-Marc Pelletan. Jean-Claude Pérez. Procuration Didier Casimajou. Voilà, Didier Casimajou. Procuration, ok. Denis Pernet. Sylvie Porta. Alain Quérens. Pascal Rappé. Audrey Rénal. Denis Rennes. Il faudra que tu viennes me voir après, Denis, quand à la fin. Marilyn Rideau. François Sabatier-Querel. Non, mais vous inquiétez pas, c'est pas pour le punir. Hein. Pour voir à M. Filiat, d'accord. Jean-Patrick Soulet. Alice Technay. Aline. Voilà. J'ai nommé tout le monde, là? C'est bon. D'accord. Bon, donc je vous propose que Valérie Méneret assure le secrétariat ce soir. Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc Valérie, tu es désignée à l'unanimité. Voilà. Alors j'ai quelques informations générales à vous donner. Alors la première, c'est oui, pour vous informer que donc ce conseil communautaire est diffusé sur Facebook en live pour garantir le caractère public de la séance. Voilà, donc c'est en direct pour ceux qui veulent le voir en direct. Voilà, donc il y a... oui, j'avais un petit mot, donc moi aussi, comme Jean-Patrick, je vous souhaite une excellente année 2021, beaucoup de réussite, beaucoup de bonheur et surtout la santé. Hein. Et j'espère qu'on aura une meilleure année, même si ça ne démarre pas aussi bien qu'on le souhaitait, mais une meilleure année que 2020. Et je renouvelle mes remerciements pour 2020 à tous nos agents qui ont assuré sur une année excessivement difficile, depuis la direction jusqu'à l'agent de terrain, et notamment les personnes qui sont allées porter les repas et qui ont donné un petit peu de soulagement et de bonheur aux personnes âgées qui étaient isolées. Voilà, en tout cas, avec mes vœux, je voulais vous dire qu'avant de commencer nos travaux, donc je tiens à vous renouveler mes vœux et en espérant de sortir le plus rapidement possible de cette crise sanitaire.
Et pour bien commencer 2020, puisque là on a 21, oui, je vous propose, vous voyez, on est attaché quand même, c'est 2020, là ça nous... Je vous propose de prendre ensemble une très bonne résolution, celle de limiter notre production de déchets et plus précisément de plastique. Vous n'ignorez pas que la communauté de communes est engagée depuis quelque temps dans le projet vers le zéro déchet. Vous connaissez le principe, il s'agit d'optimiser le tri sélectif, voilà, le Père Noël passe, tout en limitant les déchets envoyés à la destruction. Pour cela, le service de prévention et gestion des déchets, et plus particulièrement notre ambassadrice au tri, travaille avec l'ensemble des équipes pour atteindre cet objectif. Bien que de petits gestes, rien que de petits gestes, mais qui, mis bout à bout, font beaucoup pour la préservation de nos ressources. Vous savez, c'était avant le Covid-19, la Covid-19, que nous mettions à votre disposition des bouteilles d'eau et des gobelets en plastique lors des conseils communautaires. Avec la crise sanitaire et pour respecter les consignes, nous avons cessé de le faire. Plutôt que de renouer avec cette habitude, dont la principale contrainte est de produire beaucoup de déchets, puisqu'il y a du plastique, je vous propose de vous doter, comme nous l'avons fait pour l'ensemble de nos agents, d'une gourde et d'un petit sac de transport. Pour tous ceux qui trouveront l'investissement quelque peu démesuré, je précise que l'investissement sera vite et rapidement amorti. Le plus important étant que l'engagement pris ce soir nous incitera à plus de vigilance et d'exemplarité. Je n'ai pas besoin de vous renvoyer au débat que nous avons eu en décembre dernier concernant les augmentations des collectes et du traitement de nos déchets. La dernière précision, les sacs que nous avons choisis sont fabriqués par Laetitia Brogniès, qui a installé son atelier à Loupiac. Voilà, comme ça, avant de venir en conseil, vous avez compris, vous remplissez votre petite gourde et vous venez tranquillement avec votre petite gourde en conseil et aussi dans les réunions de commission, parce qu'on ne donnera plus d'eau nulle part. C'est là qu'on fera les économies d'ailleurs. Voilà, ils peuvent aller au robinet, ils disent. Voilà, bon, le petit mot que je voulais vous donner. Alors, une autre information qui est moins agréable, c'est la demande de démission de Bernard Mateigne de son poste de vice-président. Il restera conseiller communautaire et conservera ses mandats représentatifs. Dès la réception de l'accord de la démission par Madame la préfète, le Conseil sera informé. Mon souhait est d'abaisser le nombre de VP à 10, ce qui fera l'objet d'une délibération pour entériner cette situation dès que nous aurons reçu la validation par Madame la préfète. La ventilation des missions que l'on prévoit. Donc, comme j'avais l'habitude de la voir, et puis je m'en suis pas mal occupé, même depuis que j'ai pris la présidence, je prendrai les missions relevant des ressources humaines. Et j'ai demandé à Dominique Clavier, qui en est d'accord, qui prendra la charge des finances, en plus du développement économique, ce qui a une certaine cohérence à mes yeux. Voilà. Donc maintenant, si vous en êtes d'accord, on va passer à la liste des décisions du président. Les DIA qui vous a été transmise avec la convocation et qui est affichée à l'écran. Voilà, s'il n'y a pas de remarques particulières, je vais passer au point suivant. Sur la décision 2021-01, qui est un virement de crédit du chapitre 022 des dépenses imprévues au chapitre 014 atténuation des produits
du budget principal. Et la deuxième décision, 2021-02, est un virement de crédit du chapitre 022, dépenses imprévues du chapitre 012, charges de personnel du budget annexe GEMAPI. Voilà. Donc, si vous en êtes d'accord, on passe maintenant aux diverses délibérations. La première concerne l'administration générale et l'acquisition d'une parcelle pour le projet du terrain familial à Portès. On n'avait pas de... Est-ce que il y a des points particuliers par rapport à ce sujet? On en avait déjà parlé, je crois. Voilà, et ça avait été traité en commission. Donc, s'il n'y a pas d'intervention sur le sujet, je vous propose de délibérer. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité, je vous remercie. Deuxième délibération, toujours dans l'administration générale, règlement intérieur du Conseil communautaire de la CDC Convergence Garonne. Vous saviez que donc on doit adopter un règlement intérieur et que même on avait pris, je dois le dire, un petit peu de retard par rapport à ça. Et donc ce soir, vous avez dû le recevoir et j'ai reçu en même temps, peut-être qu'il va l'aborder, donc un certain nombre de remarques de notre collègue Michel Garin sur quelques points concernant ce règlement intérieur. Est-ce que Michel, vous voulez intervenir sur la, oui, bien sûr, oui. Sur la question? Oui, bonsoir à tous. Oui, donc j'avais plusieurs questions sur le règlement intérieur. Donc il y avait notamment une question sur l'article 12, sur laquelle vous m'avez répondu. Concernant le pouvoir de procuration, je m'interrogeais sur savoir pourquoi on ne pouvait pas remettre une procuration par voie électronique, donc par email, alors que toute notre procédure est maintenant électronique, puisque nous sommes convoqués de cette façon. Vous m'avez répondu qu'il y avait une impossibilité, enfin, non pas une impossibilité, mais une difficulté dans la mesure où il fallait avoir une signature certifiée. Bon, j'en prends acte, à moins que vous ayez d'autres informations. Mais nous aussi, c'est-à-dire que dès qu'on aura la possibilité, parce que pour le moment, effectivement, il faudrait que chaque conseiller communautaire soit doté d'une clé qui permette d'authentifier sa signature. Donc ça, c'est excessivement onéreux pour le moment, et donc ça demande quand même, c'est assez lourd à mettre en place. Donc on n'abandonne pas cette remarque et cette observation, Michel, mais bon, pour le moment, ça paraît assez compliqué à mettre en place. Voilà. Mais voilà, on le garde. Ceci dit, rien n'interdit de le prévoir et de l'appliquer. Absolument, absolument. C'est ce que je voulais dire. Ça me paraît une première chose. Ensuite, c'était sur l'article 18. J'avais demandé que soit introduit la possibilité de recours au vote électronique, c'est-à-dire un vote je dirais doter chaque conseiller, configurant, conseillante d'un boîtier par lequel il pourrait voter. On voterait soit d'une façon anonyme, c'est-à-dire un vote secret, soit l'équivalent d'un vote à main levée, selon la décision de l'Assemblée. C'est un dispositif qui est assez souple, assez simple, assez léger, autant que je puisse en juger par ceux qui l'ont déjà adopté. Je ne suis pas sûr qu'on ait aujourd'hui... Alors, vous m'avez répondu qu'on n'avait pas aujourd'hui la possibilité de se doter pour aller en pratique, peu importe. Et il me semble que ça serait là aussi bien que ce soit mentionné dans le règlement intérieur, non pas pour l'appliquer demain matin, mais pour être sûr qu'on soit à même de l'appliquer quand le dispositif sera disponible. Alors, sur ce sujet, Michel, j'ai échangé ça avec mes collègues du bureau. Effectivement, il y a des collectivités, notamment Michel Barre, Daniel Barre, pourquoi je dis Michel, Daniel Barre, bon, mais souvent, quand il l'utilise dans une salle qui est affectée, qui ne bouge pas. Or, pour le moment, on a la difficulté avec la Covid-19, c'est qu'on change.
ce qui est aussi apprécié de la part de certains de nos collègues conseillers. Et donc là, il faut qu'on voit, on va poser la question à celui qui assure notre maintenance au niveau de la gironde numérique, voir s'il y a des possibilités aujourd'hui pour pouvoir le faire. Et si on a ces possibilités-là, on modifiera effectivement le règlement intérieur pour le mettre en application, si ce n'est pas excessivement onéreux, ce que je ne crois pas d'ailleurs, et si c'est possible, tout en étant en situation de migration pour le moment. Voilà. Bon, toujours, même remarque que pour le premier point, je pense que c'est bon de l'introduire, même si on ne s'en sert pas demain matin. Absolument. Absolument. Ensuite, j'avais... Pardon? Ah non, là pour le moment, comme on n'est pas en capacité, on ne l'inscrit pas, on ne le modifie pas au règlement intérieur, mais dès qu'on aura l'opportunité, c'est ce que je voulais dire, dès que ça sera faisable, à ce moment-là, on apportera une modification au règlement intérieur pour pouvoir le mettre en place. D'accord? On aurait pu le faire tout de suite, enfin. Ben oui, mais... Le prévoir au moins. Et non, il faut que le jour où on va pouvoir, on le modifiera dans le règlement intérieur, c'est qu'on peut l'appliquer. Pour le moment, aujourd'hui, si voilà, on n'est pas en capacité de pouvoir le faire, donc ça peut être éventuellement opposable. Donc on ne va pas se chercher. Ok, bon, ouais, voilà. on prend note. Mais nous aussi, hein, vous inquiétez pas, allez-y. Et après? Article 21, c'était concernant le débat d'orientation budgétaire, qui n'est pas obligatoire dans la mesure où on n'a pas de commune de plus de 3500 habitants. On a plus de 10 000 habitants, mais pas de commune de plus de 3500. Il n'est pas obligatoire, pour autant c'est un outil de gestion intéressant. Je me demandais si on n'avait pas une façon d'introduire peut-être pas un débat d'orientation budgétaire au sens strict du terme, mais un dispositif qui nous permettrait d'avoir des visions un peu plus prospectives et sur notre trajectoire budgétaire chaque année. Donc, si ça pouvait être introduit dans le règlement intérieur. Mais je laisse mon collègue Dominique répondre. Oui, bonsoir à tous. Effectivement, ce dispositif, il n'est pas obligatoire, mais il est souhaitable. Concrètement, et c'est pas moi qui vais dire le contraire, puisque ceux qui étaient présents dans la dernière mandature, je l'ai demandé. Donc, effectivement, aujourd'hui, la seule difficulté qu'on a pour donner une suite favorable à ça, c'est que techniquement, le service est complètement en cours de réorganisation du moins, et on ne peut pas envisager de faire un débat d'orientation budgétaire tel qu'on doit le faire cette année. On va essayer de faire une prospective quand même, hein, de toute façon on en a besoin, hein, clairement, hein, c'est pas une mauvaise volonté de notre part, mais, et je parle sous le contrôle de Anne-Laurence qui dirige le service financier, techniquement aujourd'hui on essaye de remettre le service à flot, on va y arriver, il nous faut encore quelques semaines ou quelques mois, et je pense que l'année prochaine, même l'année prochaine, on sera en possibilité de faire un débat budgétaire. Ceci dit, on va réunir une commission finance, des commissions finances 2 dans le mois de mars, parce qu'il va y avoir le compte administratif, il y aura le budget, et on essaiera, en fonction des éléments et de l'avancement qu'on aura pris dans le service, de faire la prospective pour effectivement aller dans ce sens-là, mais le débat d'orientation budgétaire, il sera fin 2022, parce que là, on sera techniquement équipé pour le faire, humainement parlant, s'entend, et peut-être même avec un renfort informatique, et ce qui sera peut-être aussi nécessaire. Mais aujourd'hui, c'est une impossibilité matérielle, c'est pas une mauvaise volonté de notre part. Je serais ravi de pouvoir le faire et de réfléchir avec vous. Ok, donc on en prend note là aussi pour 2022. Donc. Ensuite, il y avait une question sur l'article 49, qui était expression politique. C'est un article qui définit le droit de l'opposition. Donc je trouve, je vous ai précisé, un peu imprécis, assez restrictif. Donc, vous parlez des caractères, vous nous parlez d'un document écrit du bulletin de la CDC. Je pense que le droit de l'opposition va au-delà du bulletin de la CDC, puisque c'est dans toute publication faite par la CDC, aussi bien électronique que papier. Donc ça, c'est une chose dont il faudrait faire compte. Enfin, c'est deux droits communs, ça n'a pas besoin d'être dans le RI, on est d'accord. Mais pour autant, c'est bien de le préciser. Et ensuite, je trouvais que les 1000 caractères étaient un peu justes. Hein. Donc, vous allez me dire, plus c'est court, plus ce sera incisif. Donc, c'est à vous de choisir. Ensuite, le délai d'un mois avant parution, je dirais, je ne pensais pas qu'on avait des délais d'un mois avant parution à la CDC. Je pensais qu'on pouvait avoir des délais plus courts qui
coller davantage à l'actualité. Vous m'avez répondu que le délai était incompressible, ça me paraît curieux. Il me semble que 15 jours a été suffisant pour pouvoir coller aux réunions que l'on a dans le... Bon, ceci dit, cela sous-entend qu'on ait une connaissance assez préalable des dates de remise de nos éventuelles remarques. Oui, moi j'ai interrogé effectivement les services, et notamment le service com par rapport à ça. Je sais que ne serait-ce que par l'élaboration de la note RH, ça demande du temps. On demande, y compris aux services, on leur demande un mois avant. Donc, parce que ça devient assez compliqué après, ça doit passer par l'imprimeur. Donc, il y a des contraintes qui, enfin, à 15 jours, ça nous paraît quand même vraiment trop juste. Donc, je pense que le délai d'un mois est un bon délai. Enfin, voilà. Et sur le nombre de caractères, oui. Mais nous, on vous propose, on ne va pas jouer au marchand de tapis, hein. Mais nous pensons que 1250 mots par essai, caractères. Pas des mots, on sera pas aussi bavard. Voilà, d'accord. 1250 caractères, bon voilà, on est dans un bon compromis, ça me paraît correct. Et on est d'accord aussi pour l'inscription du fait qu'on a un droit d'expression dans les documents électroniques, dans les parutions. Mais oui, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous faites parvenir les documents en temps et en heure, comme on dit. Bon, je crois que c'était tout. Merci Michel. Donc voilà, avec ces corrections-là. Oui. J'avais une question. Oui. Alors je veux dire que je parle toujours la même chose, c'est un peu vrai. Je m'étonne toujours des communes qui n'ont qu'une voix. Il y a 18 communes qui n'ont qu'une seule voix. Et ça veut dire qu'elles sont toujours out au niveau des prises de décision, des votes. Et c'est extrêmement dommage. Et d'autre part, je voudrais connaître la modalité de calcul. Parce que quand on voit qu'une commune qui a 3200 habitants a 4 voix, 4 conseillers communautaires, et qu'une commune qui a 1100 habitants en a qu'un, je ne comprends pas la cohérence. C'est pas moi qui... C'est pas nous qui faisons la loi. Hein. Je pose la question. Voilà. Mais le règlement, dans le règlement intérieur, c'est quoi le lien avec le règlement intérieur? Et le lien avec le règlement intérieur est double. D'une part, je vous dis, je voudrais que ce soit expliqué dans le règlement, qu'il y ait une petite accessible disant comment est calculé le nombre de voix par commune. Non, mais ça, c'est pas... Et ensuite, qu'on nous dise, en fonction de l'évolution de démographique de notre commune, comment vont évoluer le nombre de conseillers communautaires. Moi, voilà, sur le sujet, je sais pas... c'est tout. L'expression, oui, Alors, il y a deux choses. Hein. Le nombre, la composition du corps électoral, si on peut appeler ça comme ça, c'est pas l'objet du règlement intérieur, ça n'a strictement rien à voir. Donc, à un moment, le nombre de conseillers par commune, il est fixé par la loi, par le code électoral, hein, selon des règles. Alors, je les ai pas en tête, mais on peut les trouver facilement parce que c'est du domaine public, hein, il n'y a pas de souci. Alors, il y a un calcul qui est fait. Bon, merci. Voilà. Bon, voilà. Alors, donc, on apportera les modifications qu'on a indiquées à Michel Garin, hein, donc par rapport au nombre de caractères, et le reste, donc, on le prendra en compte dès que techniquement et qu'on ait la possibilité de pouvoir faire appliquer ça, on modifiera effectivement le règlement intérieur, on peut l'amender, hein, c'est pas quelque chose qui est inscrit dans le marbre, vitam aeternam. Voilà. Donc, en fonction donc, de la modification sur le nombre de caractères, de droit d'opposition, il n'y a pas de... Monsieur le Président, Oui. je laisse la parole à Sylvie Porta parce que c'est elle qui s'est aperçue qu'il y a une erreur sur le nombre de... Il y a une coquille. Sur le nombre de conseillers municipaux communautaires, on est 43 et non pas 41. Voilà, c'est une coquille, on va le corriger. Merci de le corriger.
n'y a pas d'autres interventions concernant le règlement intérieur et en prenant en compte de ce qui a été... Oui, excusez-moi. Une petite précision également, forcément à la relecture on s'aperçoit de coquilles et je remercie notre nouveau responsable juridique. Ah oui, alors je vous le présente, c'est monsieur, levez-vous comme ça, l'ensemble des conseillers communautaires. Voilà, le nouveau directeur et service juridique de la communauté de communes. Monsieur Eric Point, voilà. Qui a relevé une coquille sur l'article 33 sur la périodicité des séances de l'organisation de la conférence des maires. Et donc la conférence des maires peut être réunie sur demande de plus d'un tiers des maires et pas la moitié. Voilà. Il m'a noté aussi quelques autres petites coquilles, mais qui sont là pour le coup vraiment de l'ordre de la coquille. Et la précision aussi dans plusieurs articles sur l'information aux élus. L'information elle est bien sûr aux conseillers communautaires, mais vous avez l'habitude maintenant aux conseillers municipaux. Donc partout où il y a l'information aux conseillers communautaires a été rajoutée et aux conseillers municipaux. Voilà. Ce sont les seules modifications notables qui vous sont proposées. Alors, je les avais notées, je les avais surlignées pour vous les montrer. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Voilà, je crois qu'une fois qu'on a... Oui, par exemple, le compte-rendu à conseiller transmis aux membres et aux conseillers municipaux. Merci beaucoup. Et bien merci. Il est arrivé, M. Point est arrivé hier, vous voyez qu'il a pas depuis hier, qu'il s'est mis de suite à la tâche. En tout cas, pour nous, c'est vraiment rassurant parce que, bon, notamment sur les marchés et tout ça, on a besoin effectivement de quelqu'un qui nous accompagne juridiquement. Et là, bon, voilà, on est rassuré de son recrutement et on lui souhaite la bienvenue parmi nous. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite encore intervenir sur le règlement intérieur? Non, je vous propose donc de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, il est adopté. Je vous remercie beaucoup. La délibération suivante concerne le développement économique, convention de partenariat entre la communauté de communes Convergence Garonne et le club des Deux Rives sur les formations professionnelles. Et je donne la parole à notre collègue Dominique Clavier. Merci. Oui, donc il s'agit d'approuver cette convention concernant la formation professionnelle. Alors, cette convention, ce dispositif a été présenté dans la commission économique qui s'est tenue par le 20 octobre et a été approuvé par cette commission. Alors, vous avez dans le document qui vous a été remis les modalités, juste effectivement deux choses qu'il faut retenir, c'est qu'on est très attaché à la formation des chefs d'entreprise, parce qu'on considère, et je pense qu'à juste titre, on n'est pas les seuls à considérer ça, que plus le chef d'entreprise et plus les dirigeants sont formés dans une entreprise, c'est un gage de sécurité et pour l'entreprise d'avoir des dirigeants qui sont formés, réactifs et tout. Donc on a identifié ça comme un axe majeur pour nous. Et la deuxième chose, c'est pour faire ces formations, j'allais dire, il faut un bras armé. On a considéré que le club d'entreprise était la structure idoine, puisqu'elle connaît parfaitement le milieu des chefs d'entreprise, elle les connaît physiquement, elle connaît aussi leurs besoins. C'est donc dans ce cadre-là qu'on a imaginé la convention qu'on va vous demander d'approuver ce soir. Bien sûr, cette convention fixe les modalités, hein. Il y a une règle du jeu, c'est pas un chéquier ouvert. En termes d'engagement financier, c'est un engagement financier pour la collectivité de 6 000 €. On a une exigence qu'il soit au moins fait 5 formations dans l'année, que chaque formation que l'on accompagnerait financièrement, il y a au moins 3 présences qui soient faites. Également, on a mis une limite au prix de chaque formation qui ne doit pas dépasser 1 000 €. Si elle dépassait, nous, on n'accompagnerait pas au-delà des 1 000. Donc il y a un certain nombre de garanties pour qu'à la fois il y ait du nombre et que ça soit calé de manière qu'on puisse exercer un contrôle. À titre d'exemple, pour illustrer le propos,
il y a 2 formations qui ont l'air de se détacher, qui émanent des chefs d'entreprise. Un qui concerne la rédaction du document unique et un autre sujet sur la digitalisation. Donc on va nous remonter un certain nombre d'idées. On est ouvert. C'est aux chefs d'entreprise quelque part, de nous annoncer leurs besoins et de faire que cette formation soit efficace et corresponde à une réalité. Donc, est-ce qu'il y a des questions particulières sur ce sujet? Non, apparemment non. Donc, je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup. Merci. Le point suivant concerne toujours notre collègue Dominique Clavier et ça concerne la redevance pour permission de voirie sur l'implantation pont-bascule à la ZAE du pays de Podensac. Alors là, il s'agit en fait d'une régularisation et pour rentrer dans un cadre légal. La COMED a donc construit un nouveau site sur la zone de Séronce et lors de ce site qui est beaucoup plus important, toutes les implantations ont été revues et pour des raisons, j'allais dire, techniques, logistiques, il y avait besoin d'implanter un pont bascule sur un accotement de la voirie, donc sur une partie de terrain appartenant à la communauté de communes. C'est donc de ça que l'on parle. Concrètement, ça doit faire 150 mètres carrés qui sont occupés par la COMED sur un accotement. Pour autant, pour que ça soit dans les règles, il faut qu'il y ait l'occupation précaire, il faut qu'il y ait une convention et une rétribution de ce fait, donc qui a été fixé à 1 500 € par année. Alors, 2 choses quand même que je voudrais rajouter. On va suivre un petit peu comment ça se passe, puisque c'est une implantation récente, hein, c'est il y a quelques semaines, au plus 1 mois que ça fonctionne comme ça. On a, pas uniquement pour ce sujet d'ailleurs, mais une rencontre avec toutes les entreprises de la zone de Séronce pour faire le point, les écouter et écouter éventuellement leurs demandes et leurs remarques. Donc on les questionnera à ce sujet parce qu'effectivement ça change un petit peu les flux de véhicules à l'intérieur de la zone, donc on va mesurer ça. Et s'il fallait évoluer, passer à une session ou remodifier des circuits de circulation, on le ferait. Donc c'est quelque chose qui n'est pas figé et que nous suivons pour pas que ça perturbe les autres entreprises de la zone et que tout le monde y trouve son compte. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération suivante concerne l'enfance-jeunesse sur la convention partenariale avec le réseau girondin Petite Enfance. Et le rapporteur est Jean-Patrick Soulet. Si, Monsieur le Président, donc c'est une convention, renouvellement de convention avec le réseau girondin Petite Enfance. Donc, ceux qui ne connaissent pas, donc, le réseau girondin Petite Enfance, c'est un outil. C'est un outil pour lequel nous en bénéficions dans le cadre de la culture, pour l'accès à la culture, dès le plus jeune âge des enfants. C'est également un lieu ressource de fédération, de réflexion et d'échanges pratiques et scientifiques professionnels à la petite enfance. Donc, ça nous permet d'avoir accès au personnel, d'avoir accès à des formations, à des supports pédagogiques et éducatifs dans le domaine de la petite enfance. Donc, c'est un partenariat qui est reconductible, tacitement. Donc, on a une convention avec ce réseau girondin. Et donc, nous finançons une cotisation annuelle de 2 100 € qui est prévue dans le budget de la coordination. C'est nous qui gérons cette convention-là. Et c'est très, très utile et très suivi par soit pour les animations culturelles que pour la petite enfance. C'est un outil et des ressources qu'utilisent très fréquemment nos professionnels. Donc on délibère. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci.
La délibération suivante concerne le pôle environnement sur une convention de partenariat entre la CDC Convergence Garonne et le groupe d'Hydro et Éducation. Et le rapporteur est François Dorat, vice-président en charge de l'environnement. Merci, Monsieur le Président. En fin d'année 2020, une enseignante en écologie, génie écologique, expertise naturaliste en formation supérieure, génie écologique et expertise naturaliste en formation supérieure du groupe Hydro, éducation, établissement d'enseignement supérieur privé, regroupant le GPN et non GPN comme ça avait été indiqué, c'est l'école de gestion et protection de la nature, a contacté le service environnement et espace naturel de la collectivité. L'objectif de cette approche était de trouver un espace naturel géré avec un projet de restauration écologique que les étudiants pourraient découvrir et auquel ils pourraient contribuer. Cette demande a été présentée lors de la commission environnement et espace naturel du 14 décembre 2020 et a reçu un avis favorable à l'unanimité. Les visites de terrain encadrées par un des gestionnaires de l'île Raymond pour des partenaires extérieurs sont habituellement facturées. Cependant, compte tenu de la participation des étudiants à des actions de restauration et de génie écologique, dans le cadre du plan de gestion en cours, il a été proposé par les membres de la commission de ne pas rendre payante cette formation. Cette convention aura une durée de 18 mois jusqu'en juin 2022 pour permettre de construire un projet sur 2 années d'études. Voilà, ça reprend un petit peu ce qu'il y avait dans la convention de partenariat. Merci François. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Non, donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Délibération suivante, pôle finance, qui concerne la décision modificative 2020-002 du budget annexe GEMAPI. Et je donne la parole à mon collègue Dominique Clavier. Oui, donc, décision modificative, j'allais dire classique, qui consiste à abonder un compte qui n'a pas été suffisamment provisionné pour pouvoir faire les règlements qu'il y a à faire. Donc, effectivement, la première décision concerne le budget annexe GEMAPI. Il s'agit de 1335 € qui sont nécessaires d'être crédités sur le compte personnel affecté. Ça concerne en fait le technicien GEMAPI, sur lequel il y a eu un ajustement de salaire dans le cours de l'exercice, et donc il nous manque 1335 € pour clôturer l'année, ce qu'on vous demande d'entériner, de passer 1335 € de dépenses imprévues sur ce compte qui permettra de régler effectivement les salaires convenablement. Bon, ben écoutez, je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La délibération suivante concerne toujours les finances sur l'adoption de la décision modificative 2020-004 du budget principal. Et je laisse toujours la parole à Dominique Clavier. Donc, même principe comptable, c'est-à-dire qu'on a une ligne qui concerne les attributions de compensation qui est insuffisamment provisionnée. Il manque 5 686 € pour clôturer en ordre. Donc, la mutation à faire de dépenses imprévues, 5 686 sur les attributions de compensation à la même hauteur. Je rappelle que là-dessus, les attributions de compensation, effectivement, il manque 5 600 €. Les attributions de compensation versées par la CDC aux collectivités, c'est plus de 2 millions d'euros. Donc, vous voyez, c'est une erreur d'appréciation qui est de 0,3%, donc c'est des fois difficile en termes budgétaires, en début d'année, de caler à 0,3% d'écart. Donc, on a une petite insuffisance sur la provision. Donc, on vous propose ce mouvement, cette écriture du moins. Il y a des questions là-dessus? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient?
adopté à l'unanimité, je vous remercie. On est toujours dans le cadre des finances. C'est l'ouverture de crédit anticipé 01 en section d'investissement du budget principal. Et c'est toujours Dominique qui a la parole. Oui, là aussi, un dispositif classique en début d'exercice, puisqu'il s'agit de pouvoir payer des dépenses d'investissement avant que le budget soit voté. Donc on va voter le budget plus tard, début avril. Donc on a des dépenses à régler en avance. Donc il faut qu'on fasse des ouvertures de crédit en anticipation. Je rappelle que c'est aussi encadré, on ne peut pas engager plus de 25% du budget de l'année précédente. Donc, alors, la première ouverture de crédit concerne effectivement le budget principal, où figure une somme de 305 500 €, dont vous avez eu le détail. Il y a quand même 2-3 postes importants sur lesquels on peut revenir si vous voulez. Il y a une acquisition foncière pour 216 000 € qui a été présentée en conseil communautaire. C'est l'acquisition d'une parcelle de terrain à Podensac, donc qui pèse effectivement un point important. Il y a aussi le financement de l'aire de covoiturage à hauteur de 54 000 €. Alors, l'aire de covoiturage, pour situer aussi l'engagement budgétaire de la collectivité, c'est 500 000 €. 400 000 € sont pris en charge par Vinci, 50 000 € par le conseil départemental et le solde, 54 000 € à la charge de la collectivité, de notre collectivité de Convergence Garonne. Pour le reste, c'est des montants qui permettent de fonctionner, mais sur des petits achats d'électroménagers, de fournitures. Est-ce qu'il y a des questions sur... Oui. Bonsoir, je voulais juste dire que dans la mesure où je n'avais pas voté l'acquisition foncière lors de la délibération, je ne voterai pas pour cette raison, cette délibération. Merci. Michel? Moi non plus, je ne voterai pas pour les mêmes raisons. Pour autant, je pose une question sur l'acquisition foncière. Si j'ai bien compris, on va autofinancer. On n'a pas recours à l'emprunt pour ce financement d'une parcelle dont on ne connaît pas encore la date de réalisation. C'est-à-dire qu'on est en train d'immobiliser 216 000 € pour une utilisation hypothétique dans l'avenir. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est orthodoxe? Alors, ce débat, on l'a déjà fait, d'ailleurs, en conseil communautaire. Excuse-moi de te couper, on n'a jamais eu de remission de commission des finances, donc on n'a jamais eu aucun débat pour les nouveaux élus, toujours en ce qui concerne cette question. Après le débat sur la finance, on a eu un débat sur l'acquisition foncière, et ces remarques que tu fais, tu les as faites à l'époque, hein, mais je suis capable de les entendre. Effectivement, on a une divergence de vue sur une acquisition foncière, donc on n'a pas forcément arrêté la destination. Pour autant, je rappelle que cette acquisition foncière jouxte des bâtis qui sont déjà propriétaires de la CDC et qu'on a quand même un problème notoire de bâtiments administratifs, puisque les services sont un peu écoutés à divers endroits et que ça n'a pas que des avantages. Donc, il est quand même très vraisemblable que dans un avenir, à 3, 4 ou 5 ans ou 6, quand les finances le permettront, nous serons amenés à recentrer. Donc je pense qu'on a une opportunité d'acquisition foncière. Je pense qu'il faut la prendre parce que faire des projets sans acquisition foncière, c'est un peu difficile. Et puis l'acquisition foncière, si on ne la fait pas maintenant, il y a quelqu'un qui va acheter ce terrain et finalement il sera plus disponible. Donc ça, c'est une réponse, moi c'est la nôtre. Après, sur le problème du financement, là aujourd'hui on prend un engagement de décision anticipée, on n'est pas dans le financement, on n'a pas construit le budget. Donc le problème de l'emprunt se posera au moment de la constitution du budget, quand on aura l'ensemble des dépenses d'investissement, de dire, en fonction de la position financière qu'on a arrêtée en fin d'exercice, de dire, bon, comment on argumente, comment on fait notre stratégie financière. Donc,
ce sujet-là, il viendra dans les commissions financières, commission finance qu'on aura au mois de mars. Le tout, c'est que les commissions de finances arrivent, on est d'accord. Pardon ? Le tout, c'est que les commissions des finances arrivent pour qu'on puisse parler. Ah non, mais Michel, ne fais pas de procès d'intention. Il y aura des commissions de finances et je vous invite d'ailleurs à y venir nombreux avec des idées, soyez imaginatifs parce on a sur la table des sujets qui ne seront pas simples. On a de l'imagination, il n'y a aucun problème, mais de parler de procès d'intention après 8 mois, non, mais on de a rien. des finances, on ne va pas revenir là-dessus, puisque il semble qu'une page se tourne. Pour autant, ça serait bien de prendre de bonnes habitudes rapidement. Mais j'ai annoncé 2 commissions avant que tu évoques. Merci. Une autre intervention concernant Alain? Oui, simplement, moi je suis d'accord avec ce que tu as dit, Dominique. Simplement, je pense que la remarque est quand même judicieuse sur les immobiliers, sur des acquisitions foncières comme ça. Il me semble quand même que dans ces commissions, on devra envisager un emprunt, parce que c'est sur des immobilisations qui ont vocation à durer sur le long terme, effectivement. Non, mais il est souhaitable de faire ça sur des emprunts, parce que ça s'amortit. Non, mais aujourd'hui, ce n'était pas le sujet de la libération. C'est pas le sujet. Rapidement, c'est dommage d'inscrire, d'ouvrir des crédits qui ne sont pas utilisés, parce que là où vous faites, vous ouvrez des crédits, c'est pas pour les utiliser, c'est pour payer par rapport. Les crédits, alors attendez, l'acquisition, elle est factuelle. On a signé chez le notaire, donc ça va tomber. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça va. Les crédits anticipés, c'est que vous allez le payer. Ah oui, sinon, c'est pas la... Donc, vous n'allez pas le payer par emprunt. Vous n'allez pas le payer par emprunt, puisque vous l'inscrivez au budget pour le payer déjà. Peu importe comment on fait, l'emprunt. C'est très particulier. Juste, André, juste pour rappeler que dans le règlement intérieur, toute prise de parole on doit demander préalablement au président la parole. Voilà. Non, c'est juste un rappel au règlement pour éviter effectivement. Voilà. Compliqué, hein. Juste une chose pour les emprunts, moi je suis d'accord. Aujourd'hui, tant qu'on n'a pas bâti le budget, la maquette budgétaire, on n'est pas en capacité, on ne va pas faire un emprunt parce qu'on a 200 000 euros qu'on pourrait financer. Il faudra peut-être faire un emprunt de 400 000, de 500 000, de 600 000, je ne sais rien à date. Il faut qu'on regarde les comptes, peut-être qu'il ne faut pas faire d'emprunt. Donc aujourd'hui, on n'a pas de visibilité là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on écarte le fait qu'on emprunte. Il ne faut pas confondre les choses, c'est 2 choses différentes. Hein. Merci. Pas d'autres interventions? Non? Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Alors, annoncez vos... Madame Ducos, Monsieur Rappé, Monsieur Pernin, Monsieur Massieu, Monsieur Gara. Oui, Termisco. Après? C'est bon? Madame Technique. Ok? On est bien? Voilà. 7. Qui s'abstient? Alors, annoncez vos noms. Pédurant, Peigné. Pédurant et Madame voilà. Et Monsieur Charlot. Et à gauche, il y a Madame Rénal. D'accord. Ok. On est bien? Là. Voilà, bon. C'est adopté. Ouais. On est à la 10e là. Voilà. Donc, on arrive à la 10e. Toujours dans le cadre des finances, c'est l'ouverture de crédit anticipé 01 en section d'investissement du budget annexe ordures ménagères Podinsac. Et Dominique. Donc, même explication. Donc, on a une dépense qui... Il va falloir racheter les micros, monsieur le maire.
Oui, c'est mieux. Donc sur les ordures ménagères, même chose, budget anticipé dans la limite des 25%. Je rappelle que l'an passé, 25% du budget d'investissement sur ce budget annexe, c'est 42 025. Aujourd'hui, je mets au vote un montant de 5 100 € TTC qui correspond à des bacs, à l'achat de bacs à puce. Dans votre budget annexe ordures ménagères, donc vous parlez du budget GEMAPI, c'est marqué là, et le budget des ordures ménagères un peu plus bas. Descendez. Voilà, le budget GEMAPI, qui est effectivement de 168 000 €. Le budget, nous sommes dans les ordures ménagères. Tout à fait. Et là, vous citez le budget GEMAPI, le budget des ordures ménagères en investissement, si mes chiffres sont bons, de l'an dernier. Les investissements, bon, moi j'avais un investissement qui n'était pas de l'ordre de 168 000 €. Je ne sais pas si vous l'avez dit. C'est pas ce que j'ai dit non plus, j'ai dit oui, 168, je ne sais pas, j'ai dit le quart, oui, 42 000. C'est le quart de 168. Mais je ne suis pas certain que ce soit le budget des ordures ménagères, ça, c'est le budget général. Non, ça c'est le budget des ordures ménagères. On fera vérifier la somme. La somme, c'est pas le budget GEMAPI, il y a marqué budget. Non, mais moi j'ai pas un rétroviseur, excusez-moi, je pas... Non, mais c'est vous qui l'avez rédigé là. Oui, il y a une coquille. Sur mon brief, est-ce que vous avez reçu d'ailleurs, je vois bien budget annexe GEMAPI de la communauté de communes. Sur votre document, c'est marqué GEMAPI. On va vérifier pour le montant. De toute façon, j'allais dire, en ce qui concerne l'engagement budgétaire, comme il est de 5 100 €, je doute qu'on dépasse le cadre. On va vérifier. Des questions sur ce sujet? Non. Bon, on fait qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Attendez, oui. Quatre. On est quatre. Ok. Bon, on continue là. Hein? Mais maintenant, donc, la délibération suivante, pour le coup, ouverture de crédit anticipé 01 en section d'investissement du budget annexe GEMAPI. Alors, GEMAPI, donc le quart des dépenses représente un montant de 135 191,50. Aujourd'hui, on vous propose et on vous demande de porter en budget anticipé la somme de 49 641,50 qui correspond à des études obligatoires qui ont été engagées dans le cadre de la politique GEMAPI. C'est pas des études, notamment des études de danger sur le lac de la Romée et l'ensemble des études qui sont faites. Vous avez d'ailleurs le détail. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, voilà. Et le dernier point? Dernier point concernant les finances, c'est l'ouverture de crédit anticipé 01 en section d'investissement du budget annexe ZAE. Alors, budget annexe ZAE, oui. Voilà. Là, il y a aussi une coquille et vous avez repris le budget. C'est pas ce que j'ai moi là-dessus. Voilà, il y a marqué le budget principal de la communauté de communes Montréal-Garde. Alors, on est sur le budget de l'annexe de la Ouais. Alors, le montant, le quart du montant, c'était 12 750. Et ce qu'on demande aujourd'hui en budget anticipé, c'est la somme de 9 000 € qui correspond à des frais concernant la signalétique de 3 zones
qui sont le Pias Raprénac, zone de Boisson, et la zone de Pays de Podinsac, c'est-à-dire Cérons, sur lesquelles la signalétique va être mise en place. Et aujourd'hui, on a donc ces sommes à régler à quelques euros près, puisque les devis seront encore un petit peu retravaillés pour gagner quelques euros de plus. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je vous remercie. Non, donc on délibère. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté en l'unanimité. Alors, juste pour vous informer, tout ce qui concerne les finances, il y aura une signature obligatoire de l'ensemble des conseillers communautaires avant de partir. Ne partez pas sans avoir signé les documents. Le point suivant, c'est ressources humaines, autorisation de recourir au contrat d'accroissement des d'activités pour le service technique et le service prévention et gestion des délais. Vous savez que des déchets, excusez-moi. Donc, il s'agit, alors en poste, exactement, c'est un poste à temps complet au service PGD, la prévention et gestion des déchets, dans l'attente de l'harmonisation des pratiques de facturation sur le territoire de la CDC. Ensuite, il y a 2 postes, toujours en INTA, en temps non complet, au service technique, agent d'entretien, dans l'attente d'une démarche du marché global d'entretien qui entrera en vigueur en juillet 2021. Voilà, donc on a besoin, donc c'est des contrats. Oui. Et un poste au service culture. Ah oui, c'est le 4e. D'accord. Il était sur la frontière. Il y a un poste au service culture. Voilà. Est-ce qu'il y a des observations, enfin, ou des questions concernant ces 4 postes d'accroissement? Non. Donc, je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Toujours dans le cadre des ressources humaines, c'est la mise à disposition d'agents par la commune de Virolade au profit de la communauté de communes. Voilà. Donc, on a, dans le cadre de la compétence enfant-jeunesse, on sollicite, il y a une personne qui intervient en remplacement lors des congés et l'autre en remplacement qui assurera des remplacements jusqu'au 31 août 2021. Voilà. Donc, c'est la commune qui... Et donc, on passe aux conventions. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce point-là? Non. Donc, on délibère. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté. La délibération suivante, toujours sur le renouvellement de mise à disposition d'un agent de la commune de Cadillac à la communauté de communes Convergence Garonne, qui est l'agent qui travaille à l'urbanisme. Voilà, bon, on renouvelle. Je pense qu'on va très certainement, dans les temps à venir, l'intégrer effectivement dans les effectifs de la communauté de communes par voie de mutation. Voilà, pour régulariser une situation qui perdure depuis un certain nombre d'années. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce point? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup. La délibération suivante concerne le SPAN. Demande d'adhésion au CIEA des deux rives pour l'assainissement non collectif de la commune d'Escoussan. Et je donne la parole à notre collègue Alain Quérès. Bon, je vais essayer. Donc, c'est une délibération donc, qui arrive après plusieurs commissions dans lesquelles il y en a changé d'avis en fait sur explication du président, du vice-président, du président du syndicat des deux rives. Donc, comme il est expliqué dans le projet, donc
L'inquiétude de ce syndicat, c'est donc de ne pas, pour l'instant, être... Alors, il y a eu un couac de la préfecture, ça avait déjà, je crois, été abordé par un certain nombre d'entre vous, il y a un couac de la préfecture qui, au moment de la réforme territoriale, avait donc changé le numéro de ciré de ce syndicat, à tort, bon, sur la base d'un courrier que le syndicat avait envoyé disant qu'il voulait passer en syndicat mixte. Et finalement, ils n'y sont pas passés, donc on a reçu en décembre l'injonction de la sous-préfecture demandant d'éclaircir ce point. Et donc, le président du syndicat a été reçu donc, en décembre, puis encore en janvier. Et leur demande, donc, c'est de devenir un syndicat mixte, parce qu'aujourd'hui, dans le cadre de la future loi de 2026, donc, qui pourrait donc, voir la compétence transférée au sein des communautés de communes, en fait, la peur des syndicats, c'est de disparaître. C'est un syndicat qui fonctionne très bien, qui a des réseaux, qui a fait des investissements lourds ces dernières années, qui a été créé à la demande des communes qui sont les pôles aujourd'hui principaux de la CDC. Et donc, il y a des négociations qui se passent également entre syndicats, et le fait qu'ils ne soient pas, qu'ils n'aient pas modifié leur statut et qu'ils ne soient pas un syndicat mixte réellement, en fait, risquerait de les handicaper pour éventuellement fusionner et travailler avec des syndicats voisins, etc. Donc, on a refait une commission urbanisme le 4 janvier, dans laquelle donc, il a été expliqué qu'il était nécessaire donc, de céder au niveau du SPAN une commune. On avait sollicité donc, la commune d'Espoussan qui était a priori qui a donné un avis favorable, puisqu'il y avait déjà eu une négociation antérieure avec cette commune lors du mandat précédent. Donc la commune accepte que la CDC laisse partir le SPAN au niveau du syndicat pour cette commune, ce qui permet au syndicat donc, de devenir un syndicat mixte et que donc, la CDC puisse être représentée par la commune sur la base de la représentation substitution. Donc, dans un premier temps, donc, il faut que on vous propose donc, de donner donc, un accord pour adhérer au SIEA des Orides, pour le périmètre de la commune d'Espoussan. Dans un deuxième temps, il va falloir qu'ils délibèrent pour changer leur statut, et nous redélibérerons une nouvelle fois donc, pour envoyer un délégué au niveau donc, de ce syndicat. Ça a été un petit peu voilà, le parcours du combattant par rapport à ça, mais je crois qu'on arrive on arrive à une bonne conclusion, je crois. Et donc, on sera amené à redélibérer par rapport à la modification des statuts qui va être prise par le syndicat. Hein, puisqu'il y a... Est-ce qu'il y a des questions concernant ce sujet? Oui, donc vous avez juste une modification, donc c'est sur la formulation, donc il y a simplement un accord de la commune d'Espoussan et non pas une délibération qui a été enlevée, puisque en fait c'est la communauté de communes qui est compétente et non pas la force délibérante. Voilà. Donc c'est enlevé. Donc pour ce soir, on vous demande juste d'adhérer, voilà. Je demandais la modification des statuts pour que la CDC puisse adhérer en représentation de substitution, en fait. Bon, s'il n'y a pas de questions, je n'ai pas vu, donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Je vous remercie beaucoup. Le point suivant concerne le tourisme et je donne la parole à notre collègue Thomas Filiat. Merci Monsieur le Président. Donc effectivement, vous vous rappelez que l'an dernier, nous avions voté pour les représentants au conseil d'administration de la route des vins en Graves et Sauternes. Et les statuts donc, de cette association ont changé. Ils ont souhaité qu'il y ait 3 représentants, 3 délégués dans cette association qui représente en fait les communautés de communes de Montesquieu, Sud-Gironde et Convergence-Garonne. Donc il faut qu'on en nomme un autre. On a proposé Fabrice Reynaud, qui est conseiller, qui a toutes les casquettes, et c'est très bien, parce que cette route des vins voulait qu'il y ait un représentant des professionnels, mais qu'il soit aussi élu. Donc il est élu sur Arbanas, il est viticulteur, et en plus de ça, il est adhérent à l'office de tourisme.
Voilà, donc il aurait accepté si vous êtes d'accord. Voilà. Bon, alors, pour être complètement dans la forme, est-ce qu'il y a d'autres candidats à ce poste? Je vous en propose un, mais il peut y avoir, enfin, s'il y en a d'autres candidats qui se manifestent. Bon, il n'y a pas d'autres candidats, je trouve que celui-là était tout à fait en adéquation avec la route des vins. Donc, sur cette proposition, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, on lui dira qu'il est élu à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup. Vous lui direz, Madame le maire. Délibération suivante, c'est la voirie, programme voirie communautaire 2020, demande de subvention au conseil départemental de la Gironde, et je donne la parole à notre collègue, voilà, Didier Casimajou. Merci Monsieur le Président. Donc il s'agit effectivement de prendre une délibération concernant une demande de subvention donc, au département de la Gironde pour la voirie communautaire donc, sur le programme 2020. Donc le plan de financement que vous avez eu en votre possession est le suivant. En dépenses, donc, nous avons 108 968,40 € concernant les travaux. Travaux éligibles pour le département, 88 528,60 €. Autres dépenses, donc maîtrise d'œuvre, études et offres, 3 800 €. Maîtrise d'œuvre et suivi et réception de chantier, 1 450 €, soit un total de dépenses hors taxes de 116 218,40 € et un total éligible en subvention de 95 778,60 €. Concernant les recettes, donc, nous avons 35% des 95 718,60 € abondés donc, du CDS à 1,09 qui fait donc 36 539,54 €. Un autofinancement, donc les fonds propres de 79 678,86 €, soit un total de recettes à l'équilibre de 116 218,40 €. Donc il s'agit d'autoriser, Monsieur le Président, à déposer dossier de subvention auprès du département de la Gironde au titre des travaux sur la voirie communautaire 2020. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce point, cette délibération? Non, donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Et on arrive au point suivant, avant les questions orales, qui est l'approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 14 octobre 2020. 16 décembre, ah oui. Voilà. Non, ça n'a pas été corrigé là sur le mien. Excusez-moi. Oui, 7 décembre. Mais vous remarquerez que vraiment on est réactif, et je sais qu'il y a des instances où on adopte les procès-verbaux de 2 ou 3 réunions avant. Nous, on essaye d'être très réactif par rapport à ça. Donc, on vous a envoyé le procès-verbal, et là aussi, j'ai eu donc une demande de modification, bon, qui n'est pas importante, mais enfin, de notre collègue Michel Garat, et donc je lui laisse le soin d'expliquer la modification sur laquelle on est d'accord. J'ai plus le texte sous les yeux, donc je le cite de mémoire. Il était spécifié dans le procès-verbal que vous répondiez à une demande que j'ai faite d'un document qui n'était pas encore arrivé. Et on a parlé de documents dans ce procès-verbal, alors que moi je parlais d'audit. Donc je voulais que le terme audit financier soit clairement repris, c'est-à-dire qu'à ma demande, vous répondiez que l'audit était en cours et que vous auriez des nouvelles du président du Conseil général au mois de décembre, ce qui me permet de relancer la question au mois de janvier pour savoir où on en est. Bon, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ce qu'il y a, c'est qu'on essaye d'être au plus près, effectivement, avec la bande audio. Il s'avère qu'à ce moment-là, il y avait un brouhaha qui a rendu moins audible votre intervention. Donc, on est complètement d'accord pour apporter la modification. Elle est affichée? Voilà. Hein? En fait, je vais la reprendre peut-être. Donc, ce que vous avez proposé, qui nous convient, Michel Garat élu de Barsac,
demande à nouveau au président quel est l'état d'avancement de l'audit financier qui aurait été commandé à Gironde Ressources. Jocelyn Doré lui répond que le document n'a toujours pas été adressé au service de la CDC, mais qu'il doit rencontrer le président du conseil départemental et qu'il allait lui parler de l'importance de disposer de ce document. Voilà, donc on est tout à fait d'accord sur cette modification. Donc, ce qu'on vous propose, puisque c'est que la prochaine fois, donc on aura apporté cette modification. Ceci dit, je pense est-ce qu'on peut valider quand même, compte tenu qu'on s'engage effectivement à apporter la modification. Donc, qui est contre cette approbation? Oui, Alain. Oui. Allez-y, Alain. Je disais, on s'est aperçu qu'au niveau de la prévention et gestion des déchets, notre vote a été affecté à la modification des tarifs redevances des enlèvements des ordures ménagères des communes de l'Estiac, Payet, Rions et Cardin, alors que nous avions voté, on s'était abstenu pour la modification des tarifs de redevances d'enlèvement des ordures de la commune de la Rive Gauche. Il y a une mauvaise affectation des votes. Donc on va le garder, on va apporter une modification. Voilà. Pas d'autres observations par rapport. Donc, qui est contre cette approbation? Qui s'abstient? Donc adopté. Je vous remercie beaucoup et nous en arrivons aux questions orales. Qui souhaite intervenir dans le cadre des questions orales? Oui, allez-y. Avancez-vous au micro. Voilà. Bruno Garabos, de Loupiac. C'est un petit peu trop tôt pour poser cette question, mais j'instructe maintenant le dossier PLUI, comme tout le monde d'ailleurs, mais je me pose beaucoup de questions. Ça fait très peu de temps que je fais ça. Je me rends compte de mon incompétence sur pas mal de sujets et je me demande si ça serait ridicule d'imaginer que par la suite la CDC puisse embaucher un expert, une personne extrêmement compétente pour non seulement instruire les dossiers, mais surtout contrôler les travaux que pourraient faire des aménageurs au niveau réception de ces travaux. Moi, je n'y connais rien au niveau des aménagements des réseaux, les réseaux techniques. Je me rends compte que j'ai dans ma commune pas mal de difficultés des personnes qui se sont permis de faire des choses qui ne sont pas normales, que je n'ai plus l'autorité parce que ça pose des problèmes politiques pour leur faire refaire ce qui a été mal fait. Je me demande si on peut imaginer par la suite une personne qui sera habilitée à traiter ce genre de problème pour nous et qui nous empêcherait d'être vraiment très habilités à ce sujet. Voilà. Merci bien. On va pas... intervention. Bon, je donne la parole à Alain qui va répondre sur le sujet puisque ça rentre dans le cadre de ses compétences. Alors je pense que dans l'état actuel des choses, c'est la police du maire qui est aujourd'hui compétente pour faire ce genre de remontée, on va dire. Effectivement, ça pose un problème politique, mais voilà, il faut que le maire assume ses responsabilités. Après, je ne suis pas sûr qu'on ait... Aujourd'hui, on n'a pas même encore intégré le service instruction au niveau de la CDC. Je ne suis pas sûr qu'on soit mûr pour que la police soit transférée de l'urbanisme à la communauté de communes. Effectivement, ça dédouanerait les mairies, mais je pense que les maires, on est quand même attachés à une certaine autonomie dans nos communes. Alors, la question pourra être abordée et vous pourra vous être posé, pardon. Mais voilà, je pense que c'est plutôt un sujet abordé en conférence des maires, parce que voilà. Donc, Alain, je vais juste rajouter un petit quelque chose. Effectivement, sur les permis de construire, alors je ne sais pas sur l'Oupiac comment sont instruits
Bruno, sur l'OPIAC, comment sont instruits les permis, par exemple? Est-ce que c'est le SDEG qui le fait? Alors, par exemple, le SDEG, ce qu'il faut savoir, c'est sur les permis, quand ils les instruisent, on peut après demander effectivement une conformité de travaux. Alors, tout ça, c'est un coût, évidemment. Quand on demande des conformités de travaux sur des maisons, on ne le fait pas tous, mais ça a un coût sur chaque permis, c'est à peu près 300 € à chaque fois, s'ils ont instruit. Et effectivement, ça permet d'avoir un œil extérieur d'un technicien qui vient, qui regarde si les travaux ont bien été réalisés. Là, c'est vraiment que sur de l'habitation. Oui, Vincent. Oui, excusez-moi, juste un retour d'expérience, puisque c'est une situation à laquelle je suis confronté, et l'une des réponses qui m'a été soumise, c'est parce que c'est pas se tromper. Un point sur la conformité, que ça permet de changer le cours des choses. Dans le cas où il y a un problème de conformité, que ce qui serait intéressant, c'est qu'il y ait des visites de chantier régulières et qui permettent de bloquer le chantier si on observe une non-conformité. J'ai une question qui est peut-être un peu moins sérieuse que celle qui est évoquée précédemment, mais qui pour moi demeure une question importante, c'est pour nourrir la proximité entre les communes et la communauté de communes, étant donné l'attachement de la commune de Rions, je parle de la nouvelle, à vouloir valoriser l'esprit de notre communauté. J'aimerais que nous puissions rencontrer les personnes auxquelles nous écrivons par mail, auxquelles nous téléphonons, les chefs de service, les responsables de service, les directeurs, etc., que nous puissions visiter les locaux aussi pour nourrir cette proximité entre vous et nous. Voilà, c'est une demande que je... Oui, donc moi, on est d'accord sur la démarche de principe, hein, Vincent, c'est pareil. Et alors, pour le moment, c'est un petit peu compliqué toujours avec le Covid, mais j'espère qu'on va s'en sortir. Et il nous tarde d'ailleurs, parce que ça nous complique à souhait notre action, mais bien évidemment, on va aller dans ce sens. Hein. D'autres interventions? Michel Carrat, je pense que je vais, par rapport à une question aussi que vous aviez posée, je vais donner, parce qu'on a aussi réfléchi à ça, et je donne la parole à Dominique. Oui, faire une information concernant l'audit. Je vais apporter un certain nombre de précisions et je serai factuel et transparent. Aujourd'hui, tu as employé le terme aurait qui pourrait laisser penser que la communauté n'a pas souhaité ou n'a pas engagé l'audit. Aujourd'hui, la demande a été faite au mois d'août auprès de Gironde Ressources pour faire un audit. J'ai des mails qui attestent de cette démarche qui a été également réitérée en date du 10 septembre et en date du 12 octobre. Benoît Boutinon, directeur des services, a fait une relance. Pour des raisons que je n'explique pas. Je ne cherche pas d'explication, j'en ai pas. Il ne s'est rien passé entre cette date du 12-10 et le 8-01, le 8 janvier. Un fichier serait parti, on ne l'aurait pas reçu, enfin il ne s'est rien passé, tout le monde s'attendait de chaque côté. Le 8-01, j'ai appelé Laurent Gommet, qui est le directeur de Gironde Ressources, pour m'étonner de ça, et on a fait le constat qu'effectivement il y avait un dysfonctionnement. Le 11-01, Laurent Gommet, et j'ai le mail ici présent, qui est à côté de moi, m'a envoyé le fichier qu'on doit incrémenter pour pouvoir faire cette analyse. Cet après-midi, ce fichier, une première partie des remontées chiffrées a été faite. À 17h54, Laurent Gommet a accusé réception, ça c'est le hasard, c'est pas moi. Il a accusé réception de ce mail, de ses premières données, et on va se mettre au travail. Je m'engage à ce que vous ayez les informations en temps réel, c'est-à-dire que dès que le dossier sera complet, je vous le dirai. Dès qu'on aura la vision de Gironde Ressources,
sur la date à laquelle ils vont pouvoir nous livrer le rendu, parce qu'il faudra qu'il y ait un rendu et ils viendront le faire, je vous le communique. Voilà ce que je voulais dire, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Il y a eu un bug, je le regrette tout autant que vous, mais on va faire en sorte, sous 15 jours, je pense, et je parle sous le contrôle d'Anne-Laurence, qui est effectivement un peu sous l'eau, mais malgré tout, sous 15 jours, on pense qu'on va pouvoir remonter l'ensemble des données à Gironde Ressources pour qu'ils puissent travailler. Dès que j'aurai qu'on aura accusé réception que l'ensemble des données sera remonté, je retournerai vers le directeur de Gironde Ressources pour caler une date de livrable. Voilà les précisions que je voulais apporter sur la conduite de cet audit. Encore une fois, sur lequel je vous tiendrai au courant des avancées d'étape. Merci Dominique, je crois que c'était important non seulement pour M. Garat, mais pour l'ensemble des conseillers communautaires d'avoir ces informations, et on va effectivement, c'est vrai que Anne-Laurence en ce moment, c'est très très difficile, mais on va y arriver. On va y arriver, on a cette détermination et on va avancer. Voilà, et vous aurez les informations. Est-ce qu'il y a d'autres questions orales? Écoutez, mes chers collègues, je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine fois, ça sera à Cadillac, au cinéma Luxe.